Depuis plusieurs vidéos, je vous parle de bull run, d'alt season, de quand ceci pourrait avoir lieu, et surtout de comment vous y préparer au mieux. Mais il y a encore un point que je n'ai pas abordé et qui pourtant est crucial dans cet écosystème, c'est de déterminer le prix de vente de ces crypto-monnaies pour tenter de tirer un maximum de bénéfices de celles-ci. Car malheureusement, sans une véritable stratégie de sortie, vous pourriez passer totalement à côté de la hausse et vous retrouver comme de très nombreux investisseurs avec un marché qui tape des performances de folie, et vous, de votre côté, vous dire « Bah, je vais pas vendre maintenant parce que j'ai l'impression de vendre trop tôt, et demain, si ça se trouve, le prix de la crypto-monnaie, il aura encore augmenté. » Et quoi qu'on en dise, c'est quelque chose qui arrive bien plus souvent qu'on ne le pense, avec au final des investisseurs crypto qui vendent un peu dans la panique et dans la pagaille leur crypto-monnaie pour tenter de sauver les meubles, et qui donc ne peuvent pas profiter pleinement de la hausse. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'estime mes targets de prix pour différentes crypto-monnaies et surtout comment je répartis mes ventes tout au long de la hausse pour engranger et sécuriser un maximum de bénéfices possibles. Alors, c'est parti! Pour commencer, je vous propose de démarrer par les bases. Lorsque l'on parle de vente de crypto-monnaie, il existe en réalité trois possibilités. Soit vous vendez votre crypto-monnaie contre une autre crypto-monnaie, c'est pas trop ce qui nous intéresse ici puisqu'on va partir sur une prise de bénéfice. Soit vous pouvez la vendre contre des stablecoins, soit contre des monnaies fiduciaires, à savoir de l'euro, du dollar, etc., etc. Dans mon cas et pour cette vidéo, lorsque je vous parle d'une vente de crypto-monnaie, ce sera toujours, mais alors toujours, contre du stablecoin. À aucun moment donné, je n'échange une crypto-monnaie directement contre une monnaie fiduciaire. L'objectif ici, ça va donc d'être d'accumuler un maximum de stablecoins, et seulement après, lorsque j'aurai décidé par exemple d'échanger ces stablecoins contre de l'euro, parce que par exemple je veux retirer ceci vers mon compte bancaire, je réaliserai l'opération à ce moment-là. Mais vraiment, à aucun moment donné, je ne décide de subitement vendre directement par exemple du bitcoin contre de l'euro, ce sera automatiquement du bitcoin vers un autre stablecoin. Et puis en parlant de stablecoin, via la fameuse question de la répartition de ceci, et est-ce que l'on en privilégie l'un plutôt qu'un autre? Alors, dans mon cas et au niveau de ma stratégie, je vais tout simplement me baser sur les différentes paires qui sont disponibles. C'est-à-dire que, en fonction des crypto-monnaies, peut-être que j'aurai la paire, par exemple, Bitcoin USDT, mais j'aurai une autre crypto-monnaie, un altcoin contre de l'USDC. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, mon but c'est de récupérer des stablecoins, et puis c'est seulement par après, lorsque mon portefeuille est en train de se constituer des différents stablecoins, que je vais rééquilibrer ou ajuster celui-ci en fonction de la répartition que je veux donner au niveau des stablecoins. Dans mon cas, il n'y en a pas spécialement un que je vais privilégier plutôt qu'un autre. Je vais quand même tenter de répartir mes investissements sur différents stablecoins pour ne pas être surexposé à un et pas du tout aux autres. Mais force est de constater, en tout cas en Europe, puisque je me mets dans le cas d'un Européen, effectivement, avec la réglementation MiCA, il y a de fortes chances que sur les plateformes qui sont PSAN à l'heure actuelle, on se retrouve principalement avec de l'USDC, et ce sera notamment l'USDC qui sera probablement votre porte de sortie lorsque vous allez vouloir passer en monnaie fiduciaire, puisque c'est lui qui sera accepté justement par les plateformes PSAN. Donc, de mon point de vue, il y a quand même un intérêt d'avoir de l'USDC dans son portefeuille pour justement pouvoir réaliser la transition si à un moment donné, vous voulez encore une fois rapatrier cet argent sur votre propre compte bancaire. En point numéro 2, maintenant que les bases sont posées, on va également voir la répartition au niveau de la vente de nos différents actifs. En effet, dans mon cas, je vais répartir mes ventes sur différents paliers. Je ne vends pas la totalité de mes crypto-monnaies à une valeur cible, à un prix cible. Je vais réaliser des ventes qui se font progressivement pour justement tenter de répartir la vente de mon bag sur différentes échelles de prix afin de tenter de maximiser un maximum les gains que je pourrais réaliser. Et en ce qui concerne la vente par palier, il y a vraiment deux grandes stratégies qui s'opposent au niveau de la répartition des pourcentages. Il y a une façon qui va être un peu plus agressive, donc pour les personnes qui voudraient justement prendre des profits plus rapidement, avec effectivement le risque d'avoir moins de crypto-monnaies à vendre si le prix de votre crypto s'envole, et une autre stratégie qui est plus douce, plus soft, où la vente va être beaucoup plus étalée dans le temps. Alors, c'est ce que j'ai représenté ici au niveau des pourcentages, avec en orange ce que je vais appeler la version agressive, mais c'est agressif pas dans le sens négatif, c'est juste la façon de prendre les profits, et en bleu la fonction la plus douce. Alors, encore une fois, un exemple, c'est toujours beaucoup plus simple pour comprendre. Imaginons qu'on est sur du Bitcoin, et c'est exactement pareil dans les deux cas. On a notre quantité de départ qui est de 1 Bitcoin dans les deux cas, et je décide de vendre 10% de mon portefeuille, donc 10% de ces BTC, ce qui va représenter une vente de 0,1 BTC à un prix qu'on aura déterminé, ce qui veut dire que dans les deux cas, il me reste 0,9 Bitcoin disponible à la vente après cette première vente réalisée.
C'est donc à partir de la prochaine vente, la deuxième vente que l'on va réaliser, que l'on va distinguer entre guillemets la stratégie agressive de la stratégie la plus douce. En effet, imaginons qu'on part de nouveau du postulat que l'on décide de vendre 20%. Eh bien, lorsque l'on va décider de vendre ces 20%, ça peut être soit 20% de notre quantité de départ, à savoir les 1 Bitcoin, soit la vente de 20%, non pas des 1 Bitcoin de départ, mais des 0,9 restants. Ce qui veut dire que dans un cas, on va vendre en réalité 0,2 BTC supplémentaires, c'est la stratégie agressive, et dans l'autre cas, on va vendre 0,18 BTC, ce qui veut dire qu'au final, en ce qu'il nous reste, il nous reste 0,7 Bitcoin dans notre portefeuille, et dans celui-ci, il nous en reste 0,72. Vous l'aurez compris tout de suite, ici on a une stratégie qui se veut un peu plus agressive au niveau de la vente. De ce côté-là, elle est un peu plus douce. Alors sur 2 ventes, ça ne se reflète pas énormément. Mais si on réalise de nouveau une 3e vente, avec ici une vente à 20% de nouveau sur notre 1 BTC de départ, on en revend 0,2. Si on part non plus des 1 BTC ni des 0,18, mais des 0,72 qui nous restent, ça nous fait 0,14 BTC. Bref, ici on a vendu 50%, ici il nous reste encore 58% à vendre. Ce qui nous fait un total vendu de 50% et ici 42%. Il n'y a pas, encore une fois, à ce niveau-là, de bonne ou de mauvaise stratégie, ça va dépendre de votre profil d'investisseur. Certains vont vouloir être plus agressifs et vont donc plutôt sélectionner un modèle qui se base sur des pourcentages de votre bague de départ. D'autres vont plutôt vouloir y aller plus calmement, plus doucement, et donc vont reprendre à chaque fois des pourcentages sur la quantité de leur bague qu'ils ont décidé de vendre, afin d'avoir justement une vente qui se fait de manière plus progressive. Sachant cela, la question qui vient ensuite, c'est de déterminer le nombre de paliers sur lesquels, justement, on va réaliser nos ventes. Parce que ici, pour l'exemple, on voit qu'en seulement 3 ventes, j'ai déjà réalisé 50% de la vente de mon portefeuille, ou 42% en fonction de la stratégie que vous allez adopter. Personnellement, je considère que au niveau de la vente, pour avoir une vente qui se fait correctement et qui s'étale correctement sur différentes valeurs cibles, eh bien, je vais partir sur 5 ou 6 paliers au grand maximum. Et bien entendu, ces paliers vont varier en fonction de si je suis sur, par exemple, du Bitcoin, sur une crypto-monnaie qui est quand même un très gros caps, par exemple de l'Ether, de l'Atom, ou au contraire si je suis sur un ultra low caps du top 1000, et où donc la stratégie au niveau des paliers ne va pas du tout être la même, parce qu'effectivement, je ne vais pas vendre une crypto-monnaie du top 1000 avec la même agressivité ou la même placement au niveau des prix que si je me place sur du Bitcoin. Encore une fois, je préfère vous donner des exemples pour que ce soit plus parlant. Mais par exemple, sur du Bitcoin, je pourrais avoir un premier palier qui serait situé à 15% de la vente de mon bag, ensuite 20%, 30%, un autre palier de nouveau à 30%, et pour finir, un dernier palier qui serait vraiment le Saint Graal, qui représenterait les 5 derniers pourcents de mon bag, ce qui me ferait une vente au total de 100% de mon portefeuille. Et concernant Bitcoin, je fais un petit aparté parce que pour le coup, Bitcoin, c'est vraiment quelque chose d'à part dans mon portefeuille. Vous devez savoir qu'au niveau de mon portefeuille Bitcoin, je l'ai séparé vraiment en 2 grandes parties. Il y a une partie où je peux vendre vraiment la totalité, et donc vendre 100% de ce portefeuille. Et au contraire, il y a un autre portefeuille Bitcoin sur lequel j'ai pas prévu d'y toucher, et sur lequel, si même le Bitcoin atteignait des valeurs records, je ne le vendrai pas. Concernant les alts, c'est un petit peu différent parce que je vais avoir une stratégie qui se fait plutôt en 2 temps, avec une vente au départ qui est beaucoup plus douce que sur le Bitcoin. On voit que je vends 10%, 15%, 15%, et qui va être beaucoup plus agressive sur la fin, parce que justement, les altcoins ont tendance à monter de manière beaucoup plus verticale que le Bitcoin. Encore une fois, plus le market cap est faible, plus la hausse peut être importante au niveau du prix. Et donc, c'est pour ça que je décide de vendre beaucoup plus tard au niveau du bag, plutôt que de le vendre très rapidement, comme sur un Bitcoin, parce que le Bitcoin, ça reste le Bitcoin, il a déjà fait ses preuves, alors que les alts, il faudra un peu voir comment celles-ci vont évoluer, mais c'est généralement sur la fin que la verticalité est la plus importante, et c'est notamment pour ce moment-là que je décide de vendre la plus grosse partie. Bon, maintenant que je vous ai expliqué tout cela, le point le plus important qui va déterminer justement comment on va réaliser nos différentes ventes, eh bien ça va être de déterminer le prix que pourraient atteindre les différentes crypto-monnaies. Et pour cela, je vais utiliser 2 méthodes, la première étant celle des market cap. Et comme d'habitude, avec un exemple, vous allez comprendre tout de suite de quoi il retourne, et ce sera beaucoup plus simple, si je reprends le Bitcoin et l'évolution de son market cap depuis son lancement. C'est ce que j'affiche ici sur ce graphique. On remarque que lors d'un des cycles précédents, celui de 2017-2018, où on a eu ce qu'on pourrait appeler le premier véritable bull run avec l'alt season, eh bien, le market cap du Bitcoin, il est passé de 30 milliards de dollars à 300 milliards de dollars, soit un joli x10 au niveau de son market cap. Si je reprends le cycle suivant, à savoir celui de 2020-2021,
Le market cap du Bitcoin avant la hausse était aux alentours des 200 milliards de dollars, et il a fini par atteindre les 1000 milliards de dollars lorsqu'il a atteint son ATH au niveau de son market cap, ce qui fait d'une certaine façon un très gros x5, encore une fois ici, au niveau du market cap. On remarque donc que de cycle en cycle, les multiplications au niveau des market cap, elles sont de plus en plus faibles, et ça s'explique principalement par le fait que il faut injecter de plus en plus d'argent dans le marché pour tenter de multiplier le market cap de la crypto-monnaie en question. Au moment où je tourne cette vidéo, le market cap du Bitcoin, il est plus ou moins à 1300 milliards de dollars. Et donc, si je voulais donner une estimation plausible et réaliste de l'évolution de son market cap, eh bien je dirais que si on parvenait déjà à faire un x2, voire x2,5, on pourrait déjà s'estimer très très heureux au niveau de l'évolution du market cap du Bitcoin. Ce qui voudrait dire, d'une certaine façon, entre 2500 et 3000 milliards de dollars pour le market cap du Bitcoin en ATH lors du prochain cycle et du prochain bull run qui devrait normalement arriver. Et c'est justement ici que ça devient très intéressant, parce que si on se base sur cette estimation de market cap, à savoir, on va dire 3000 milliards de dollars, eh bien, j'ai réussi à décoter une entreprise avec plus ou moins 3000 milliards de dollars, et on a 3100 milliards dans le cas de Microsoft. Ça voudrait dire que si notre Bitcoin, au tarif actuel, arrivait à ces 3100 milliards, bon, moi j'avais donné 3000 milliards, donc ce sera un peu en dessous, ça voudrait dire que notre Bitcoin devrait valoir aux alentours des 157 000 dollars. Encore une fois, on serait peut-être un peu en dessous si on est plutôt à 2500 milliards de dollars plutôt que 3000 milliards, mais donc aux alentours des 150 000 dollars pour un BTC, ça me semble être exactement quelque chose de plausible, et indirectement, ça colle aux estimations que j'avais fait à l'époque, qui pour le coup étaient sur des estimations beaucoup plus anciennes, et on retombe encore une fois sur la même fourchette, ce qui me conforte d'une certaine façon dans mon idée au niveau de l'estimation du prix du BTC. On est donc ici sur une estimation avec une grosse fourchette, mais ce qui est intéressant, c'est que ça donne quand même la tendance générale, et ça permet de se donner des points d'appui sur lesquels on va pouvoir baser notre réflexion, plutôt que se dire, ok, le Bitcoin, il peut être entre 100 000 dollars et 1 million. Ici, on voit que au niveau des valeurs plausibles, 150 000 dollars, ça semble quand même relativement bien collé. Si maintenant on veut réaliser le même exercice sur une autre crypto-monnaie, à savoir par exemple Ethereum, eh bien on peut reprendre exactement le même schéma. Et ici, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que le market cap de l'Ethereum, actuellement, il est plus bas que son ancien ATH. C'est ce qui va nous permettre notamment de baser toute notre réflexion d'estimation et de spéculation au niveau de l'évolution de celui-ci. En effet, en 2021, lors de l'ATH du market cap, eh bien, celui-ci était pas loin des 600 milliards de dollars. On va arrondir, on n'était pas très loin de cela. Et actuellement, on est à un peu plus de 300 milliards. Ça veut donc dire que le simple fait que Ethereum maintenant retourne à son ancien ATH, donc savoir les 300 milliards, on arriverait à 600 milliards, ça nous ferait un beau x2. Et encore une fois, j'ai trouvé quelque chose qui pourrait représenter ça. On est à 591 milliards, on est pratiquement à 600 milliards. Eh bien, ça voudrait dire un Ethereum pas loin des 5000 dollars, si on se base encore une fois sur le simple fait de retourner à l'ancien ATH. Mais bon, là je sais ce que vous allez me dire, retourner à l'ancien ATH, ce serait très bien, on serait déjà tous très contents avec un Ethereum à 5000 dollars, mais je pense qu'on est nombreux à estimer, à s'attendre quand même à mieux au niveau de la performance de notre Ethereum. Et une estimation qu'on pourrait faire, c'est tout simplement de doubler cet ancien ATH, un petit peu comme on l'a fait avec Bitcoin, et d'estimer que Ethereum, lui aussi, parviendrait à doubler son ATH au niveau du market cap, ce qui nous donnerait plus ou moins 1200 milliards au niveau du market cap. Ici, j'ai trouvé une entreprise qui nous représente 1000 milliards, ça voudrait dire un Ethereum pas loin des 8500 dollars, simplement avec un doublage au niveau du market cap, donc exactement dans la même situation que le Bitcoin. Mais au niveau d'Ethereum, 1000 milliards de dollars, est-ce que ça semble plausible? Pour moi, personnellement, oui. Je trouve que c'est déjà une belle target. Mais honnêtement, je pense qu'il en a encore un peu sous le coude et qu'il pourrait encore aller voir un peu plus haut. Et donc, tout en restant dans des valeurs logiques et réalistes, on pourrait partir sur une estimation, on va dire, haute, plutôt la fourchette haute à ce moment-là, avec non plus 1000 milliards de dollars, mais 1500 milliards de dollars. Et encore une fois, si on se base sur ces estimations-là, ça nous donnerait, on est un peu plus haut que 1500 milliards, on est à 1700 milliards, ça nous donnerait un Ether pas loin des 14 500 dollars. Encore une fois ici, j'insiste vraiment, ce serait la fourchette haute, parce que ça voudrait dire accessoirement que Ethereum représenterait la moitié de Bitcoin, si on part du principe que Bitcoin ce serait 3000 milliards de dollars.
Je trouve que déjà un tiers de Bitcoin, ce serait déjà très très bien, les 1000 milliards. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, hein, le site que j'utilise ici, et que je vous montre à l'écran pour afficher justement ces estimations de market cap, c'est le site Market Cap Off qui vous permet justement de déterminer hein, le choix d'une crypto-monnaie et d'échanger cette crypto-monnaie, en tout cas son market cap, avec celui d'une autre crypto-monnaie ou même d'une entreprise. C'est de cette façon-là que vous pouvez estimer très facilement le suivi et l'évolution des market cap de différents projets les uns par rapport aux autres. Ceci étant dit, il faut également que je vous parle d'un point important sur lequel je base justement toute ma réflexion au niveau de l'évolution des market cap, c'est la comparaison du market cap global des crypto-monnaies avec celui notamment de l'or et notamment de l'or physique. En effet, pas mal de ma stratégie au niveau de l'estimation et l'évolution des market cap va dépendre de l'évolution notamment par rapport au market cap de l'or. L'or physique, on estime son market cap entre 10 000 milliards et 15 000 milliards. Donc pour mon exemple, je vais partir sur 12 500 milliards, hein, je vais prendre le pile au milieu. Et dans mon cas, j'estime que si le marché global de toutes les crypto-monnaies parvenait à ne serait-ce arriver qu'à la moitié de ce market cap, hein, on va dire plus ou moins 6 000 milliards de dollars, je serais déjà extrêmement satisfait au niveau de l'évolution du marché global. Ce sera peut-être un peu moins, ce sera peut-être un peu plus, ça va dépendre également de l'emballement au niveau du marché, mais d'une certaine façon, j'estime que sur le cycle qui arrive, eh bien, le marché des crypto-monnaies, il ne va pas taper les 10 000 milliards ou les 15 000 milliards. Ça permet encore une fois d'estimer au niveau de mes targets ce qui pourrait arriver. Et encore une fois, si je me base sur les 6 000 milliards, ce serait pas mal, parce que lors du cycle précédent, c'est ce que je vous affiche à l'écran, le cycle de 2021, on a vu notamment que le market cap global de l'intégralité des crypto-monnaies était arrivé plus ou moins à 3 000 milliards de dollars. Et donc, encore une fois, au niveau de mes estimations, le fait de multiplier ces 3 000 milliards par 2 pour arriver aux 6 000 milliards, et donc à la moitié du market cap de l'or, ça me semble encore une fois pas déconnant. C'est peut-être pas ce qui va arriver, mais ça permet quand même de se faire une idée plus ou moins réaliste de ce que pourrait atteindre le marché. Et encore une fois, si on se base là-dessus, hein, je vous donnais le market cap du Bitcoin à 3 000 milliards, ce qui serait l'ancien market cap de l'intégralité des crypto-monnaies, le market cap de l'Ethereum peut-être à 1 milliard, ça voudrait dire que donc les 3 000 milliards de Bitcoin, les 1000 milliards de Ethereum, ça nous ferait 4 000 milliards, eh bien ça voudrait dire qu'il resterait encore 2 000 milliards à répartir pour l'intégralité de toutes les autres crypto-monnaies, ce qui me semble encore une fois pas déconnant et qui pourrait clairement être plausible. Si même on n'est pas à 6 000 milliards et qu'on n'est même qu'à 5 000 milliards, bah ça veut dire qu'il reste encore 1 milliard à répartir pour l'intégralité des autres crypto-monnaies, ce qui reste encore une fois largement correct quand on sait ce que peut représenter une alt season lors d'un cycle de hausse. Le fait d'estimer et de déterminer le market cap possible pour une crypto-monnaie va indirectement me donner le prix théorique maximal qu'elle pourrait atteindre lors de ce cycle. C'est donc déjà un très bon point de départ pour notamment déterminer un petit peu les targets de vente, mais ça ne me dit absolument pas justement quand je dois vendre, parce qu'on a d'une certaine façon la somme maximale qu'elle pourrait atteindre, mais moi je vous ai expliqué justement que je réalisais des ventes par palier pour répartir mon investissement avec les différents pourcentages dont je vous ai parlé juste avant. Et bien pour déterminer ces différents paliers et ces différents ordres de vente, je vais notamment utiliser un indicateur qui est très connu au niveau des crypto-monnaies, qui n'est autre que le retracement de Fibonacci, qui va me permettre justement de déterminer ces différents paliers, avec bien entendu quelques petites variantes, parce que sinon ce serait beaucoup trop simple, vous vous en doutez. Je vais donc tout simplement placer mon retracement de Fibonacci avec en point bas le point bas que j'ai estimé du marché, et en point haut la valeur théorique que j'ai estimée. Donc ici sur l'exemple on est sur le Bitcoin, et donc j'ai placé le point haut de mon retracement de Fibonacci sur les 150 000 $, et les différentes lignes qui s'affichent à l'écran vont notamment être les différents paliers que je vais fixer et que je vais déterminer pour la vente justement des différents pourcentages de mon MAC de crypto-monnaie. Et d'ailleurs, encore une fois, dans le cas de Bitcoin, je vois deux stratégies possibles au niveau justement de ces différents paliers, avec une qui serait plutôt agressive et une autre qui serait plutôt soft, on va dire. Avec, si je reprends les exemples que je vous avais donnés par le passé, eh bien, on voit que la première ligne qu'on pourrait avoir serait à 99 000 $. On serait pas loin des 100 000 $, ce qui est une target qui est fortement visée par de très nombreux investisseurs. Et notamment pour me donner un peu de marge, parce que pour le coup, à 100 000 $, on sait qu'il va y avoir de la vente massive, eh bien, je me mets encore une fois une marge supplémentaire de sécurité, parce que mon but ici, c'est clairement de vendre de façon quasiment certaine ma position. Et donc, je me mettrai par exemple à 97 500 $ pour ma première vente, qui représenterait à ce moment-là 15% de mon portefeuille. Pareil pour la prochaine zone, on voit que normalement je devrais me situer à 118 000 $. Cependant, entre le gap entre 97 000 et 118 000, il y a quand même de sacrés paliers qui vont être faits. Et donc personnellement, je vois bien un autre palier, un palier intermédiaire que j'aurais déterminé
aux alentours des 110 800. Ce serait le palier sur lequel je viendrais vendre une vingtaine de pourcents de mon portefeuille. Ensuite, je continue. On arriverait justement à ce palier des 118 500 $. Je me mets encore une fois une marge de sécurité. Je me placerai à 117 000 $. Ensuite, de nouveau, on devrait arriver à 150 000. On voit qu'ici, il n'y a plus de palier intermédiaire. Bien entendu, dans mon cas, je vais rajouter un palier intermédiaire pour venir, d'une certaine façon, un peu sécuriser cette zone. Et j'estime, par exemple, que dans mon cas, la zone des 132 000 $ serait pas mal. Et pour finir, les 5 derniers pourcents, eh bien, je les vendrai à 145 000, puisque, encore une fois, dans l'exemple que je vous donnais avec l'évolution des market cap, le 150 000, c'est un peu le saint graal, la zone qui ne sera probablement pas touchée au niveau des exemples. Si votre target c'est 160 000, c'est pareil, hein. Ici je prends 150 000 parce que c'est ma target. Donc encore une fois, je me mets une zone de sécurité, et j'estime que si je parviens à vendre, encore une fois, 5% de mon bag à 145 000 $, je serai extrêmement satisfait, sachant que j'aurais vendu tout le reste avant, si bien entendu, le plan se déroule comme on l'a estimé. Mais comme je vous disais, j'avais également une stratégie qui se veut plus soft au niveau du Bitcoin, où non pas on commencerait directement à 97 000, mais on aurait un premier palier à 82 000 $, ce qui correspondrait ici à juste en dessous de notre zone verte qui est à 83 000 $, avec exactement les mêmes zones de vente, hein, et par la suite, je vais tout simplement rajouter une sixième possibilité. Hein, je vous avais dit, mes points de sortie se font sur 5 ou 6 sorties. Bah ici, c'est tout simplement ça. J'ai une sortie supplémentaire où je viens un peu réduire au départ et puis j'augmente par la suite sur la fin. À ce niveau-là, encore une fois, ça va dépendre de votre stratégie. Si je prends un autre exemple avec Ethereum, ici, pareil, hein, je suis reparti sur l'estimation. Dans mon cas, je vous l'avais expliqué, hein, on peut avoir une estimation basse, moyenne, élevée. Je suis parti sur une estimation d'un Ether aux alentours des 10 000 $. Je tire encore une fois mon retracement de Fibonacci avec les différentes zones. Et donc, on a encore une fois les différentes zones qui vont se dessiner. Et comme d'habitude, je me prends une petite sécurité vis-à-vis de ces zones parce que justement, je privilégie la vente de l'actif plutôt que de tenter de grappiller quelques centaines de dollars juste avec le risque de passer à côté pour cela. Et donc, dans le cas par exemple d'Ethereum, ça voudrait dire une première vente aux alentours des 4 700 $ alors que le Fibonacci me donne 4 800, puis j'aurai les 5 500, 6 600, 7 400, 8 000 et puis 9 500 $, ce qui représenterait vraiment la dernière zone avant, encore une fois, le fait d'atteindre cette cible des 10 000 $. Bon, tant que j'étais dans les exemples, et vu que j'étais relativement chaud, et que accessoirement je sais que ça vous intéresse, j'ai pris un autre exemple, Tao BitTensor, un projet qui est très suivi par les membres de la communauté. En ce qui concerne également l'évolution des market cap, etc., moi j'estime personnellement que l'évolution de BitTensor Tao jusqu'à 1 500 $ lors de ce cycle, ce serait déjà une très belle performance. Peut-être qu'il fera plus, peut-être qu'il fera moins, mais voilà, ça c'est ma base au niveau de mon estimation. J'ai de nouveau tracé mon retracement de Fibonacci, et ici on voit que j'ai une stratégie qui est un petit peu différente par exemple de Bitcoin et d'Ether, où au niveau de ma vente, comme je vous le disais, elle va être un peu plus étalée, un peu plus répartie, tout simplement parce que dans le cas du projet BitTensor Tao, j'ai comme l'impression qu'il pourrait quand même aller plus haut. Et donc c'est pour ça que je vais être beaucoup moins agressif au début, avec des ventes de 5, 10, 15%, et puis à la fin, j'augmente au niveau de ma strat avec du 20%, du 20%, du 30%, pour encore une fois arriver à un 100% de la vente, juste avant justement cette target des 1 500 $. Alors jusqu'à présent, je vous ai montré plutôt ce qu'on va appeler des high caps, c'est-à-dire des projets de crypto-monnaie qui sont déjà bien implantés, et donc les multiples sont quand même indirectement un peu plus faibles que sur des ultra low caps, ça on en a déjà parlé. Et donc si je prends par exemple le flux, et alors là pour le coup, le graphique est totalement écrasé avec justement les estimations de prix que celui-ci pourrait atteindre, voilà, moi perso, je vise une target finale de 15 $, ça veut dire que les différents points de vente que je devrais avoir se situeraient un premier aux alentours des 3 $, ce qui serait l'ancienne ATH, et donc ce serait logique entre guillemets de vendre ici une dizaine de pourcents, puis 15% aux alentours des 5,5 $, 15% à 7,5 $, 30% à 9,5 et puis de nouveau 30% à 12,5, ce qui nous permet encore une fois ici de conserver la position un peu plus longtemps dans le temps en espérant justement que les targets les plus élevés puissent être atteints, encore une fois parce que les market cap dans ce cas-là sont beaucoup plus faibles et donc que les possibilités de hausse sont plus importantes statistiquement parlant. Et pour terminer, je vous fais également le tour sur Alephium avec une rapide estimation. Dans mon cas, je pars sur une target cible de 30 $. Et ici, j'ai une vente qui également est un peu plus dispersée avec une vente de 10% à 7 $, ce qui serait le double de l'ancienne ATH. De nouveau, 10% à 11 $, 15% à 15 $,
30% à 18 $, 30% à 24 $, et puis le Saint Graal d'une certaine façon, les 5 derniers pourcents à 28 $, mais pour le coup, encore une fois, ici, ce serait ambitieux, et ça va bien entendu dépendre de l'évolution future de la crypto-monnaie, et notamment dans le cas d'Ethereum, de ces différentes dApps. Alors, arrivé jusqu'ici, cette stratégie, vous l'aurez compris, vous permet de définir différents paliers de vente et de tenter d'optimiser votre sortie au niveau du marché. Bien entendu, cette base et toutes ces réflexions vont dépendre de l'estimation de votre market cap. Parce que de votre côté, si vous vous trompez complètement sur l'estimation de votre market cap, soit beaucoup trop faible, soit beaucoup trop haute, eh bien ça pourrait effectivement influencer le niveau de vos ventes. Par contre, ce qui est intéressant ici, c'est que même si vous vous trompez complètement au niveau de l'estimation de votre market cap, eh bien, le fait de réaliser les différentes ventes par palier, même si elles ne sont peut-être pas les plus optimales et les plus précises possibles, eh bien, ça va vous permettre quand même de vous forcer et de vous fixer des points de sortie et indirectement de prendre des profits et de prendre des bénéfices. La seule possibilité, ce serait de taper des market cap beaucoup trop élevés. Si par exemple vous estimez que le Bitcoin atteindrait par exemple 1 million de dollars sur ce cycle, effectivement votre première target de sortie, elle va être beaucoup trop élevée et théoriquement vous ne l'atteindrez pas. Mais si vous restez sur des choses réalistes, des choses plausibles, que ce soit trop bas ou trop haut, vous finirez quand même par avoir des points de sortie qui vont se dessiner et donc qui vont vous permettre d'une certaine façon de prendre des bénéfices et bien entendu de tenter de se rapprocher le plus de la réalité. Encore une fois, si je reprends mon exemple et imaginons, je reprends le Bitcoin, que le Bitcoin n'arrive pas à 150 000 $, mais imaginons que son top c'est 115 000 $. Eh bien c'est pas trop grave parce que dans mon cas avec ma stratégie, j'aurais déjà vendu à 80 000 $, à 97 000, à 108 000, et donc j'aurais déjà eu 3 points de sortie sur 5, ce qui est déjà pour le coup vraiment pas mal. Et cette stratégie, elle est également valable dans l'autre sens, parce que si imaginons que le Bitcoin, son prix final, c'est pas 150 000 $, mais c'est par exemple 200 000 $, et bien effectivement, à 145 000 $, si vous avez suivi cela, vous avez normalement vendu la totalité de votre position. Mais dans ce cas-là, vous avez déjà réalisé une très belle prise de profit. Et par la suite, rien ne vous empêche, éventuellement, bien entendu, si vous êtes intéressé, de réinvestir pour tenter de jouer la hausse. Mais imaginez que le Bitcoin va faire un x3, voire un x4 sur son market cap actuel, ça reste quand même ambitieux. Donc estimer un Bitcoin à 200 000 $, ça aurait été quand même difficilement prévisible. Et déjà, avoir vendu toute la hausse, ça vous aura permis de sécuriser très fortement votre investissement. Certes, vous n'aurez pas vendu le top du top, mais là, à ce niveau-là, ça va vraiment dépendre de votre estimation au niveau des market cap et au niveau de l'évolution de votre Fibonacci et notamment des marges de sécurité que vous allez vous donner. Mais également, ici, je vous ai parlé de deux gros indicateurs que j'utilise, à savoir l'évolution des market cap et le Fibonacci, mais vous devez savoir que j'utilise également d'autres indicateurs, non pas pour déterminer le prix précis d'une crypto-monnaie, mais plutôt d'estimer comment celui-ci pourrait évoluer dans les prochains jours et les prochaines semaines. C'est par exemple le cas du MVRV Z-Score, qui est un indicateur vraiment fondamental, dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo, je vous invite à jeter un coup d'œil si vous voulez en apprendre plus sur celui-ci, qui nous permet justement de déterminer la tendance de fond au niveau de l'évolution du marché. Et donc, indirectement, même si votre point de vue, vous avez estimé correctement votre target, votre market cap, etc., le fait de suivre le MVRV Z-Score, ça vous permet de savoir si vous êtes plutôt dans la phase haussière et donc le moment de vendre, ou au contraire, si la phase haussière est derrière nous, et que là, théoriquement, vous auriez dû déjà vendre beaucoup plus votre position. Un autre indicateur également que je vous ai partagé dans ma précédente vidéo, c'est le suivi de l'évolution de la dominance du Bitcoin, qui permet justement de déterminer si on est plutôt dans la Bitcoin season, et donc le moment où il est plutôt intéressant d'investir massivement dans le Bitcoin, ou au contraire, si on est dans l'alt season, à savoir le moment où il faut être principalement positionné sur les altcoins, le suivi de cet indicateur, pas forcément tous les jours, mais au moins une fois par semaine, vous permet un peu de juger et jauger la tendance actuelle pour voir si sur le marché, il vaut mieux être placé sur le Bitcoin ou sur les alts. C'est un indicateur, encore une fois, qui se voit de façon macroéconomique et non pas comme quelque chose qu'il faut suivre toutes les heures pour voir s'il y a vraiment un retournement de la tendance. Vous l'aurez compris, cette stratégie, c'est mon point de départ pour fixer mes différentes targets et mes différents prix de vente. Mais bien entendu, cette stratégie, elle n'est pas figée dans le temps. Si, imaginons, à un moment donné, comme je vous le disais, je vois que le Bitcoin, par exemple, vient à buter sur la zone des 110 000 $ et qu'on ne parvient pas à la traverser, eh bien, à ce moment-là, bien entendu que les points qui sont supérieurs à cette zone, je vais éventuellement les revoir à la baisse parce que peut-être que l'estimation que j'avais faite sur 150 000 $, elle n'arrivera jamais sur ce cycle. Donc, encore une fois, comme il faut bien un point de départ et des points à se fixer, je pars sur une estimation au niveau du Fibonacci et des market cap, mais en fonction de l'évolution du marché et des différents indicateurs dont je vous parlais, la dominance du Bitcoin, le MVRV Z-Score, etc., ça va me permettre de faire évoluer ces stratégies. Mais en tout cas, comme il faut bien un point de départ et qu'actuellement on est plutôt dans une phase d'accumulation
en sortie de range avec théoriquement un bull run qui se dessine pour la fin d'année, eh bien ce serait selon moi la meilleure façon de se positionner à l'heure actuelle, mais ça reste encore bien entendu ma stratégie. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres stratégies, d'autres façons de placer vos points de sortie, n'hésitez pas encore une fois à les partager en commentaire, ça va peut-être permettre à d'autres personnes de se positionner également comme vous, ou au contraire justement de moi me remettre en question vis-à-vis de ma stratégie qui n'est peut-être pas forcément la bonne, mais ça accessoirement c'est ma façon de faire et ma stratégie d'investissement. Alors, on arrive maintenant au moment de la conclusion, et je vous avoue que, avec tout ce que je viens de vous dire, et vu la longueur de la vidéo, je sais pas trop quoi rajouter de plus à tout ce que je viens déjà de vous dire. Je pense que le mieux, c'est tout simplement que si vous avez encore d'autres questions, des interrogations, n'hésitez pas à passer par l'espace commentaire, hein, je me fais vraiment toujours un plaisir de répondre aux différentes personnes et aux différents intervenants. Et accessoirement, si vous avez d'autres méthodes, d'autres stratégies, n'hésitez pas encore une fois à partager celles-ci en commentaire, ça peut être vraiment utile à pas mal de personnes, notamment par exemple vos points de sortie, vos targets de prix, etc. etc. Encore une fois, je compte sur vous pour partager tout cela en commentaire. Mais en dehors de cela, eh bien, je pense que la meilleure chose que je puisse faire, c'est de vous souhaiter à tous un excellent bull run, une excellente alt season, peu importe quand celle-ci aura lieu, de correctement en profiter, et puis je vous souhaite à tous le meilleur pour la suite. C'était MCTK, ciao les crypto-fans.